auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de ce 26 novembre 2024 sur la télévision Tambara, le Miroir de la Femme. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre au symposium des journalistes de l'Alliance des États du Sahel, une activité patronnée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Ali Maman Lamine Zen sous le thème « Le rôle des journalistes dans l'atteinte des objectifs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ». Le point avec Rayana Toudoula. Cette journée du 26 novembre 2024 a coïncidé avec l'ouverture du symposium des journalistes de l'Alliance des États du Sahel sous la thématique « Rôle des journalistes dans l'atteinte des objectifs de la Confédération de l'AES ». Un thème qui met en lumière la contribution des médias, plus précisément la participation et la détermination des journalistes du Luptako Gourma, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, à travers leur voix qui disposent d'une portée importante et considérable en vue de prévenir la désinformation pour aboutir à un résultat probant dans ce processus de refondation. Notre engagement est de valoriser les vertus de notre profession au service des intérêts de nos pays. Nous sommes résolument déterminés à accompagner nos États dans la gestion des défis géopolitiques internationaux, tout en affrontant avec professionnalisme et dignité les obstacles qui se dressent contre les aspirations légitimes de nos peuples. Ces défis incluent une guerre communicationnelle acharnée visant à discréditer le choix souverain du peuple du Sahel de s'affranchir des dictats impérialistes insensibles aux souffrances de nos populations laborieuses. Au cours de ce symposium, il sera pour nous question d'échanger, de nous informer et d'identifier les outils éthiques et déontologiques nécessaires pour assumer pleinement notre mission historique. Pendant les 48 heures de travaux, nous dresserons un diagnostic approfondi de la situation des professionnels des médias dans nos pays respectifs. Analyserons nos forces et faiblesses et définirons un plan d'action aligné sur la vision de nos États. Nous travaillerons également à mettre en place un cadre d'action commune visant une harmonisation intelligente de nos lignes éditoriales afin de remporter la bataille sur le front de la communication. La mission qui nous attend est donc exaltante, mais elle est à notre portée. C'est pourquoi je vous exhorte à faire preuve d'assiduité et d'attention pour atteindre les objectifs assignés à ce symposium. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à nos confrères du Mali et du Burkina Faso qui, malgré leurs nombreuses occupations, ont fait l'effort de nous rejoindre à Niamey. Ainsi, des films retraçant le passage des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel ont été projetés pour crédibiliser davantage la confiance du peuple. Et dans la même perspective, le ministre de la Communication des Postes et de l'Économie numérique, M. Sidi Mohamed Raliou, estime que c'est une responsabilité qui incombe à tous les journalistes de l'AES pour la réussite de cette initiative et a lancé officiel le début des activités du symposium. Le rôle des médias dans l'atteinte des objectifs de l'Alliance des États d'Israël est déterminant.
Les journalistes, en tant que vecteurs d'information et de communication, ont la responsabilité de sensibiliser les populations aux enjeux de cette alliance et de favoriser un sentiment d'appartenance à ce projet commun. Il est essentiel que les médias contribuent à la cohésion sociale en fournissant des informations fiables, vérifiées et compréhensibles, adaptées aux réalités de nos populations. Les médias peuvent jouer un rôle fondamental en renforçant l'inclusion des jeunes, des femmes et des populations vulnérables dans les processus de transformation et de refondation en cours. À travers des contenus diversifiés et adaptés, ils contribueront à favoriser le dialogue entre les autorités, la société civile et les citoyens, afin de garantir la transparence, la participation et la réussite de l'AIS. Il est donc indispensable que les journalistes aient une compréhension approfondie des enjeux liés au retrait de nos 3 pays de la CEDEAO et qu'ils soient formés à l'utilisation d'outils modernes comme l'intelligence artificielle et les plateformes de fact-checking pour lutter contre les fausses informations. Je vous encourage donc à travailler sur des solutions concrètes pour renforcer l'intégrité de l'information, en particulier à travers les mécanismes de vérification rigoureux et une responsabilité accrue dans le traitement des sujets sensibles. Un autre moyen clé de ce symposium sera la mise en place d'une plateforme commune réunissant les journalistes de 3 pays. Cette plateforme commune aura pour objectif de maintenir une ligne éditoriale panafricaine, unifiée, afin de soutenir l'effort collectif de l'AES tout au long de son processus de transformation. Le succès de l'AES dépendra de votre capacité collective à communiquer efficacement, à garantir une information fiable et à soutenir les efforts de nos dirigeants. En tant que journaliste, vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique de refondation et de souveraineté de notre espace sahélien. J'ai la conviction que grâce à votre engagement et à votre professionnalisme, vous serez des acteurs clés de la mise en œuvre des objectifs de l'AES. Cette activité qui durera 2 jours lance en définitive un défi dans le camp des journalistes de l'Alliance des États du Sahel. Ce 25 novembre 2024, à la place publique de l'Hôtel de Ville de Niamey, s'est tenu le lancement officiel de la campagne patriotique de 16 jours d'action de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Retrouvons toujours Rayana Todoula. La place publique de la ville de Niamey a servi de cadre ce 25 novembre 2024 au lancement officiel de la campagne de 16 jours d'action patriotique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. En effet, riposter et se reconstruire après les violences est le thème maintenu pour cette activité. Une thématique qui a pour but de réconforter les femmes dépréciées, marginalisées, violentées, voire rejetées par la société. La campagne de 16 jours d'action patriotique contre les violences faites aux femmes et aux filles est un moment privilégié pour tous les défenseurs des droits des femmes à travers le monde de démontrer leur engagement collectif et individuel et leur détermination à travailler ensemble contre toute forme de violation des droits des femmes. Depuis 1991, cette période qui court du 25 novembre de chaque année date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes au 10 décembre qui marque la Journée internationale des droits humains est consacrée aux actions de masse et aux réflexions approfondies en vue d'une meilleure prévention et élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Cette année, l'accent est mis sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Sortir de la violence est notre responsabilité collective. Notre réponse collective est essentielle pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles afin de faciliter la reconstruction des victimes. La recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles nous interpelle tous. C'est pourquoi nous recommandons une meilleure collecte de données et des études sur les violences faites aux femmes et aux filles pour établir les statistiques nationales permettant ainsi une compréhension approfondie de la situation et des interventions ciblées. Une fin à l'impunité en tenant les auteurs de ces crimes responsables de leurs actes et en appliquant une tolérance zéro en matière de la violence à l'égard des femmes et des filles. Un investissement dans la prévention
et dans les organisations de défense des droits des femmes pour garantir les droits des personnes qui ont survécu à la violence et leur permettre d'accéder à des services essentiels. Ensemble pour des actions patriotiques au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Niger. Ainsi, le représentant de l'UNFPA s'est aussi prononcé pour apporter sa pierre à l'édifice en vue d'endiguer les violences faites aux femmes. Pour le Niger, pour cette année, 11 milliards de francs CFA seront perdus. Et cela aurait pu être investi dans le développement. Et c'est pourquoi l'appel à investir pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est la bienvenue. En ce sens que nous investisserons moins pour économiser ces milliards qui auraient pu permettre d'accélérer le développement du Niger et bien d'autres pays. Ce ne sont pas seulement de simples chiffres, il s'agit de vies brisées, de rêves anéantis et un immense manque à gagner pour le pays. En poursuivant dans la même direction, la représentante du ministre de la Santé publique n'a pas dérogé à la règle en s'énonçant comme suit, tout en lançant officiellement l'activité des 16 jours. À l'instar de la communauté internationale, le Niger commémore la campagne nationale d'action patriotique et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour la sensibilisation des communautés et déclencher des actions plus efficaces afin de réduire significativement ce phénomène. L'accompagnement des plus hautes autorités de notre pays dans ce combat pour le bien-être de la femme se traduit par la réalisation d'actions urgentes, notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de réponse aux violences faites aux femmes et aux filles et de protection contre l'exploitation des abus sexuels et de son plan d'action 2024-2028. Le renforcement du cadre juridique de prévention et de prise en charge des personnes victimes. La violence en milieu scolaire prend de plus en plus de l'ampleur. C'est pourquoi cette année, un accent particulier sera mis en exergue sur cette thématique à travers une campagne de sensibilisation au niveau des établissements scolaires de Niamey. Dans le même cadre, une cellule d'écoute de plainte, de référencement et une plateforme digitale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles seront mises en place à la Direction générale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Pour contrecarrer ces fléaux et optimiser davantage les femmes, une plateforme digitale a été créée et présentée, suivie de la remise du document de plaidoyer pour la gratuité de prise en charge des femmes victimes de violences. Et enfin, la signature d'engagement symbolique de soutien et une photo de famille ont marqué la fin de cette cérémonie. Suite de cette édition, les enfants encadrés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, ont remis un message au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ce 25 novembre 2024. Reportage. Nous construisons ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. La Convention internationale des droits de l'enfant, CID, ou Convention relative aux droits de l'enfant, est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, ratifié par 197 États, ce qui fait de ce traité le plus largement adopté de l'histoire. Au Niger, à l'occasion des 35 ans, c'est un message qui a été adressé au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Un message adressé par les enfants et aussi un message qui prend en compte la situation de l'enfant sur le plan de l'éducation, de la santé et de la justice. Encadré par un personnel qualifié dans un environnement sécurisé et dans des infrastructures adaptées. Je suis nigérienne et je parle au nom de tous les enfants nigériens. Sur le plan de la justice, tout enfant en contact avec la justice a droit à un traitement qui tient compte de son âge, qui favorise le sens de sa dignité, de sa valeur personnelle et qui vise sa réintégration dans la société. Sur le plan de la santé publique, tous les enfants naissent sainement, grandissent bien sans malnutrition, ne meurent pas des maladies évitables et ont facilement accès à des soins de qualité, jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux.
et sont protégés des abus, des violences et de l'exploitation. Moment sain, unique et plein d'émotions qui n'a pas laissé indifférent le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Le Niger se joint à la communauté internationale pour organiser plusieurs activités relatives à la thématique retenue. Cette année, le thème choisi est « Écouter l'avenir ». Ce thème a tout son sens, car il demande à ce que les préoccupations de notre jeunesse soient prises en compte à tous les niveaux. Quoi de plus normal au Niger, où les enfants représentent 58% de la population totale. Chers enfants, vous êtes l'avenir de ce pays. Vos préoccupations font partie des priorités du programme de résilience du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous la conduite éclairée de son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, chef de l'État. D'ores et déjà, sachez que le gouvernement dirigé par le Premier ministre M. Mahaman Ali Lamine Zaine, à travers les ministères sectoriels, met en œuvre des actions de protection des droits de l'enfant pour vous garantir un meilleur avenir. Pour ma part, en tant que ministre en charge de la protection des enfants, je veille à ce que toutes les préoccupations de santé et celles relatives au bien-être de l'enfant soient prises en compte dans toutes nos stratégies. Écoutez l'avenir est le thème choisi pour ce 35e anniversaire pour une population estimée à 58% jeunes. Des messages bien reçus par le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et qui a promis à son tour de transmettre au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Actualité internationale à présent, plusieurs missiles russes se sont abattus en terre ukrainienne, plus précisément dans le centre-ville. Des voitures, des maisons et un bâtiment de plusieurs étages ont été endommagés. Suivant ensemble cet élément de Euronews. Offensive tous azimuts de la Russie en territoire ukrainien ce lundi. À Kharkiv, plusieurs missiles se sont abattus sur le centre-ville, blessant plus de 25 personnes en début de matinée. L'attaque visait une zone résidentielle densément peuplée, a déclaré le maire de Kharkiv, Igor Terekov. Des voitures, des maisons et un bâtiment ont été endommagés par l'attaque. Toujours près de Kharkiv, la ville frontalière de Slatiné a été touchée dans la soirée mais sans faire de victimes. À Odessa, ce sont 11 personnes qui ont été blessées dans le centre-ville lors d'un autre bombardement. Kiev a indiqué qu'elle avait détruit une cinquantaine de drones, dont plusieurs au-dessus de la ville de Zaporizhzhia. L'Ukraine a de nouveau utilisé des missiles à longue portée à Takhames pour frapper un aérodrome près de Koursk. Et la Russie a quant à elle déclaré sur le réseau Telegram qu'elle en avait détruit 7 autres dans la même région au cours de la nuit. Enfin, le Royaume-Uni a confirmé qu'un ressortissant britannique âgé de 22 ans, volontaire dans l'armée ukrainienne, avait été capturé dans l'oblast de Koursk par la Russie. Des images avaient circulé au cours du week-end sur plusieurs réseaux sociaux. Londres a affirmé lui apporter tout son soutien, même s'il est admis qu'il sera, je cite, très limité par la situation. Actualité au Mali à présent, un nouveau gouvernement est déjà sur place avec à sa tête le général de division Abdoulaye Maïga. Ce gouvernement est composé de 28 membres dont 5 femmes. Ce dernier a pour mission de coordonner et diriger l'action gouvernementale. Suivez cet élément de ERTM. Le décret numéro 2022-07-52 PTRM du 4 décembre 2022 le mettait déjà en pole position. Après près de 4 mois d'intérim à la primature, le colonel Abdoulaye Maïga était nommé ministre d'État intérimaire désigné du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances de poste. L'intérim à la tête du gouvernement avait sans doute révélé à la face du monde ses talents de meneur et de chef d'équipe, tant l'homme avait convaincu par sa méthode et ses résultats. De retour aujourd'hui à la primature, le désormais
général de division, Abdoulaye Maïga, retrouve les mêmes fonctions en tant que titulaire du poste. Un poste stratégique qui lui confère les responsabilités de chef de l'administration avec la lourde tâche de coordonner et de conduire l'action gouvernementale sous la responsabilité du chef de l'État. Une fonction stratégique donc dans un contexte marqué par des défis multiples. D'abord, la crise sécuritaire. Malgré les succès engrangés par nos femmes avec en prime la victoire éclatante qu'a constituée la reprise de Kidal, le défi sécuritaire demeure et la lutte contre le terrorisme se poursuit avec comme finalité recherchée la reconquête totale du territoire national, le retour de l'administration dans un Mali en paix et dont les fils reparlent le même langage. Un Mali en paix et un Mali réconcilié, c'est aussi un Mali qui retrouve ses repères. Déjà véritablement lancé, le train des réformes politiques et institutionnelles devrait aussi poursuivre son petit bonhomme de chemin sous l'impulsion du chef de la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut le dire, les réformes déjà en cours sont au cœur du processus de refondation annoncé et concernent tous les domaines de la vie de la nation. Attendu également, le Premier ministre et son gouvernement le sont sur le terrain diplomatique. Notre pays devra poursuivre son positionnement sur la scène internationale avec comme boussole les 3 principes édictés par le président de la transition et qui guident désormais l'action publique au Mali. Des principes qui font aujourd'hui du Mali un pays respecté et admiré sur la scène internationale. Il s'agira en outre pour notre pays de consolider sa position dans la sous-région à travers la Confédération AES, mais aussi de réussir la sortie annoncée de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au nombre des défis, on peut citer également la poursuite des efforts dans le cadre de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la relance économique, l'apaisement du climat social ou encore l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, sans oublier la résolution de la crise énergétique que traverse le pays et qui affecte les Maliennes et les Maliens au quotidien. Pour faire face à l'ensemble de ces défis, le général Maïga devra donc faire appel à toutes ses qualités d'homme d'État dans la conduite de l'action gouvernementale sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à qui il revient dans la pratique de définir les grandes orientations à travers une feuille de route qui fixera le cap pour la nouvelle équipe. Et enfin, actualité au Burkina, à présent, plusieurs attaques terroristes ont été repoussées, des actions offensives ont été menées permettant de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer d'importants matériels de guerre et logistique. Retrouvons ce reportage de la RTB. Au cours de la semaine écoulée, plusieurs opérations ont été menées dans plusieurs groupements. Plusieurs attaques ont été repoussées et des actions offensives ont été menées permettant de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer du matériel de guerre et de la logistique. Ces actions ont été menées principalement dans la boucle du Monde, au Sahel et à l'Est. Par les airs, plusieurs opérations ont été menées avec succès, en parfaite coordination également avec les unités au sol. Ce 14 novembre, à la suite des frappes dans la zone de Wélé vers Titao le 12 passé, des criminels rescapés du 12 seront suivis jusqu'à leur point de repli. Après une longue observation, ils sont clairement identifiés et l'attaque peut se préparer. Ils sont frappés immédiatement dans leur cachette. Les autres criminels rescapés autour vont prendre la fuite dans tous les sens. Ce 16 novembre, les observations dans la zone de Taouremba ont permis de déceler un important plot logistique ennemi gardé par des criminels dans 2 bâtiments. La position est verrouillée, puis frappée efficacement. Les gardes vont y brûler
avec la logistique. Ce 17 novembre, les observations ont permis de déceler plusieurs criminels à moto sur une position dans la zone de Titao. Ils sont minutieusement observés dans de grandes touffes et font des va-et-vient. C'est bien une base. Les vecteurs préparent l'attaque, puis frappent le gros lot. Les rescapés fuient puis essaient de revenir récupérer du matériel ou sauver leurs camarades blessés. Un deuxième missile va s'abattre sur la position immédiatement en attendant l'arrivée des forces au sol pour achever le travail. Les bataillons Tenga et Tigre vont immédiatement investir les lieux pour achever le travail et récupérer du matériel encore utilisable. La base est complètement détruite. Toujours ce 17 novembre, des centaines de criminels sont observés en plusieurs groupes en mouvement dans la zone de Pobé-Mengao et Gargaboulé. Ils cherchent à s'installer. Ils ont des mouvements dissuasifs et se croisent sans arrêt dans leurs mouvements pour brouiller les observations. Ils sont suivis. Un important groupe est suivi et se dirige vers Silgué à 10 km au sud de Djibo, où il s'installe sous de grands arbres. Une fois installés, les combattants du ciel lancent l'attaque. Un gros missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux. En plein dans le mille, ils vont brûler avec leur logistique et les flammes incandescentes sont visibles depuis le ciel dans cette nuit. Les rescapés vont rester tapis dans cette brousse sous le regard patient des combattants du ciel. Le lendemain, 18 novembre, croyant le danger éloigné, ils sortent de leur cachette, se reconstituent et redescendent vers Gargaboulé sous le regard des combattants du ciel. Ils sont minutieusement suivis. Ils s'engouffrent dans une petite forêt et s'installent. Ils se croient sauvés. Pourtant, un puissant missile est en vol vers eux. Ils y sont frappés immédiatement. Les rescapés qui étaient loin de la zone vont rapidement se mettre à l'abri sous les arbres pour échapper aux vues aériennes. Il est fait donc appel aux chasseurs qui ne se font pas prier pour arriver dans la zone. Ils vont traiter efficacement ces criminels dans leur cachette. Aux environs de 16 heures ce même jour, un groupe qui s'était réfugié à Pobé-Mengao, ne sachant quoi faire, décide de sortir de sa cachette et fuir vers l'est. Le groupe est suivi dans son mouvement
et passe vers Namisigia au sud de Djibo, puis se dirige vers Tidialé à 15 km de Bourzanga. Le verger sous lequel il s'installe est immédiatement verrouillé, puis frappé violemment. Les rescapés fuient se cacher sous d'autres arbres, mais les vecteurs seront sans pitié. Plusieurs missiles vont les frapper pour les détruire complètement. Dans le même temps, ce 18 novembre, il est 17 h lorsque les combattants du ciel en recherche dans la zone du Sahel repèrent une colonne de criminels dans la zone de Seba. Ces criminels sont suivis jusqu'à un verger où ils s'installent tranquillement. Puis, non loin d'eux, un autre groupe de criminels est repéré dans une école abandonnée tranquillement installée et vacant à leurs occupations funestes. L'attaque des deux groupes est préparée simultanément par les vecteurs. Un premier vecteur va foudroyer le groupe de l'école efficacement. Puis en même temps, le groupe dans le verger est frappé par un autre vecteur. Ils brûlent avec leurs moyens. Puis tard dans la nuit, croyant le danger éloigné, certains criminels rescapés viennent constater les dégâts. Ils sont suivis minutieusement. Ils reprennent la progression vers le village de Waboti à 35 km au nord de Seba. Ils s'installent sous un grand arbre, ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Ce 20 novembre, il est 6 h, lorsque les observations permettent de découvrir des criminels sur leur base en séance d'entraînement matinal dans un hameau à 15 km au sud-est de Nouna. Les combattants du ciel décident de leur apporter plus de chaleur en ces temps de froid matinal et ils sont immédiatement servis. Les rescapés ayant fui se cacher dans les buissons à côté vont être également frappés. Quelque temps plus tard, d'autres criminels sont envoyés dans la base pour constater les dégâts et essayer de ramasser ce qui peut être récupéré. Ils sont suivis dans leur ratissage. Puis à un moment donné, ils seront interrompus dans leur manœuvre par un missile. Et nos unités au sol vont immédiatement arriver sur la position et achever le travail. Ils détruisent complètement la base. Ce 21 novembre, toujours dans la zone de Poubé-Mengao, les observations ont permis de repérer une réunion de cadres criminels dans le village de Kobo. Ils sont observés puis à un moment donné, ils quittent les arbres pour se retrouver sous un hangar devant un bâtiment. L'attaque est lancée. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Ils vont cramer dans les flammes.
Dans le même temps, un tricycle chargé de logistique escorté par des motos quitte Pobé Mengao et fuit vers Fergindi au sud-est de Djibo. Ils sont suivis jusqu'à un hameau abandonné où ils s'engouffrent rapidement sous les couverts. Ils sont frappés efficacement. Puis les rescapés également. Dans l'après-midi de ce 21 novembre, il est 17h10, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque criminelle contre le village de Doualigou à l'est. Immédiatement, ils y mettent cap et voient les criminels en fuite vers le nord. Ils sont suivis jusqu'à Kogossi à 20 km de Yamba où ils s'installent sous de grands arbres. Se croyant sauvé, le gros loup est verrouillé immédiatement et frappé. Les opérations se poursuivent. Monsieur, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 26 novembre 2024 sur la télévision Tambra, le miracle de la femme. Que Dieu bénisse le Niger et également les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants. Le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.